Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First. Aujourd'hui, direction la ville de Paris avec deux invités au cœur de sa stratégie digitale. Brice Tailly, responsable de la veille et de l'analyse, et Florent Lodvout, responsable adjoint de la veille et de l'analyse. Dans cet épisode, on explore les coulisses d'une communication publique au service de plus de 2 millions d'habitants, entre gestion de crise, troll organisé, couverture d'événements majeurs comme les JO et proximité citoyenne au quotidien. Brice et Florent nous racontent comment la ville de Paris structure sa veille, construit ses narratifs, réagit aux controverses et anticipe les buzz. On y parle d'algorithmes, ligne éditoriale, team social media, mais aussi rapport de force entre institutions, citoyens et plateformes. Une plongée passionnante dans les rouages de la communication publique à l'ère des réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout pensez à vous abonner et liker cette vidéo. Merci beaucoup d'être venus, Florent et Brice. Merci à vous. Merci. Alors, c'est une période d'activité intense ou pas en ce moment? C'est une période d'activité intense. En fait, je dirais que c'est toujours intense à la ville. Évidemment, c'est une année post-JO. Donc JOP, pardon, c'est très important, le paralympique. On pensait que ça aurait pu ralentir entre justement la fin des JOP et les élections municipales à venir, mais en fait non, on est quand même dans une période assez intense avec beaucoup de sujets à remonter, à veiller, ça s'arrête jamais. Trop bien. Et en ce moment, quel est un peu le sujet le plus prégnant? Il y en a plein. Après, là, il y a un sujet quand même qui est un sujet à venir qui est assez costaud. C'est la Seine. La Seine baignable, c'était un héritage des Jeux, un héritage majeur des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, la baignade pour tous, c'était une promesse de l'exécutif municipal et ça va arriver. Donc là, c'est dans quelques semaines. On peut pas en dire trop, mais voilà. Ok. Est-ce que la compréhension d'ailleurs a été bien faite? Enfin, vous avez l'impression qu'elle a été bien faite, notamment sur la personne morale, non, de la Seine, qui est une question qui a été remontée. C'est vrai que c'est un axe qui est travaillé en ce moment. Je suis pas sûr que la compréhension ait été totale pour l'instant sur ce sujet-là. Et c'est un sujet sur lequel il y a aussi beaucoup de fausses informations ou d'informations imprécises qui circulent. Beaucoup de blagues, beaucoup de mèmes. Donc ça part un peu dans tous les sens. Et le rôle de la ville, justement, c'est d'essayer de recadrer un peu ça parfois et fournir la meilleure information, mais il y a encore un peu de travail qui sera fait jusqu'à cet été. Ouais. C'est super. Bon, de toute façon, ça vient à la suite de toute la période JO. On va y revenir de toute façon, et en plus, on a Corentin qui a travaillé aussi sur cette problématique, et notamment la baignabilité de la Seine. Exactement. Mais pourquoi pas revenir quand même un petit peu sur ce que vous faites et le dire avec vos propres mots, vos problématiques. Donc Florent et moi, on est à la tête donc de cette équipe en charge de la veille sur les réseaux sociaux et aussi la veille des médias. En fait, pour revenir un peu à la genèse de l'équipe, en 2021, la ville, on a estimé qu'il était important de pas avoir une activité de veille qui soit éclatée au sein de la direction, mais qu'on puisse en fait la centraliser au sein d'une équipe, au sein d'une vraie entité. Et il y a eu la volonté donc de créer en fait des postes de veilleurs, notamment la veille digitale, enfin la veille sur les réseaux, et de rapprocher en fait cette veille de la veille des médias qui déjà existait depuis très longtemps. Je pense, comme vous le savez, en fait la frontière elle est assez poreuse entre ce qui se passe dans les médias et ce qui se passe sur les plateformes sociales. Donc il y avait une certaine cohérence en fait à avoir ce qu'on appelle donc le département veille et analyse. Progressivement, on est monté en puissance. Au départ, on avait 2 personnes en fait à la veille RS, donc votre serviteur et un chargé de veille, ce qui prouve que le sujet est pris très au sérieux au sein de la direction. Et on va sûrement y revenir, mais Florent nous a rejoint. On a aussi une personne qui fait également de la veille et du planning strat. Voilà, donc on est maintenant une équipe assez solide avec des process assez rodés. Ça tourne plutôt bien. Il y a tellement de similitudes avec ce qu'on pouvait faire à l'Élysée, où on a créé une cellule data spécifique sur ça, de veille et d'analyse numérique. Ce côté, en fait, on va arrêter de mettre l'outil dans les mains de tout le monde et on va essayer d'un petit peu rendre le métier un petit peu plus expert. Est-ce que toi, et Florent aussi, est-ce que vous voyez du coup un changement dans les habitudes qui a été opéré depuis cette modification de structure et la consolidation d'une équipe spécifique dédiée à ces problématiques? Je me permets de laisser Florent répondre parce que je pense qu'il a un regard qui est assez intéressant puisqu'il est arrivé après. Je pense que la comparaison avec l'Élysée, effectivement, elle est pertinente puisqu'on est dans des milieux où l'actualité a une importance prépondérante et où tout le monde va faire de la veille, entre guillemets, faire de la veille avec chacun entend une chose différente quand il dit qu'il fait de la veille. Et l'aspect de professionnalisation, moi je pense qu'il a
pour beaucoup donner aussi des clés de lecture de ce qu'est un indicateur sur les réseaux sociaux, un nombre d'articles, des choses comme ça. Beaucoup de choses qui étaient faites un peu à la volée, qui sont maintenant objectivées par le fait qu'il y a un département et de l'expertise sur ces sujets-là. Donc j'ai l'impression que là-dessus, en fait, la consolidation de l'équipe a permis un vrai progrès dans la compréhension de ce qui se passe, alors peut-être en particulier sur les réseaux, puisque souvent notre rôle c'est aussi de décoder certains mouvements, certains codes qui sont propres au réseau, qui sont propres au web, et qui parfois peuvent être mal compris ou surestimés, sous-estimés. Donc là-dessus, je pense qu'on aide aussi à la décision pour les directeurs, pour toutes les différentes directions de la ville. Ok, donc du coup pour les élections l'année prochaine, ce sera pas un pic d'activité comme on a pu voir pour les jeux. Vous anticipez pas un pic d'activité, ouais. Alors, nos collègues en charge du contenu, je pense que ça va peut-être avoir un impact, même probablement, parce que il va y avoir la période de réserve à partir de septembre. Donc en fait, à partir de là, on peut plus faire de bilan. C'est assez encadré. Tout ça, c'est vraiment encadré juridiquement. Après, nous, la spécificité de la veille fait que on va continuer à veiller, on va continuer à surveiller, on va continuer à faire les mêmes livrables. Peut-être qu'il y aura des commandes spécifiques, en fait, pour aussi comprendre comment la perception en fait des politiques publiques, parce que c'est notre travail en fait par essence. Donc en ce sens-là, peut-être qu'il y aura des choses particulières sur lesquelles on va veiller, mais nous, on est vraiment aussi liés à l'actualité. Donc, je pense pas que ça aura forcément un impact, en tout cas, sur l'activité, enfin, comme pour nos collègues, qui, eux, vont devoir vraiment être soumis au devoir pas au devoir de réserve, pardon, mais, à la période de réserve. Et ça va fortement impacter, je pense, leur activité. C'est aussi une période durant laquelle on peut imaginer qu'il y aura des phases de bilan du mandat, des focus médiatiques sur telle action, sur la façon dont l'urbanisme a changé à Paris en quelques années, ce genre de choses. Donc, on aurait plus de remontées sur ces thématiques-là, mais on n'ira pas veiller sur une campagne ou sur des meetings, des propositions de campagne, etc. On en reste aux politiques publiques, on va dire. Donc la période de réserve, c'est vraiment une période où tout est un peu en freeze pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur les décisions politiques. Mais en même temps d'assurer une continuité sur la partie administrative, parce que en fait ce que vous réalisez est essentiel pour faire en sorte que l'administration puisse continuer dans le pilotage en fait des actions publiques qui sont menées. Comment vous allez gérer un peu ça? Et aussi moi c'est un peu une question en plus, quels sont vos interlocuteurs actuellement? Et qui seront vos interlocuteurs aussi pendant cette période? Nous, en fait, là, d'ailleurs, on doit y réfléchir cette semaine en équipe. On doit faire un point sur le bilan post-jeu et comment justement on va gérer les prochains mois. Donc, ce sera l'occasion de mettre tout ça sur la table. Ça tombe bien. Mais concrètement, en fait, encore une fois, je pense que ça va pas changer fondamentalement la façon dont on va travailler. Et en termes d'interlocuteurs, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que nous, je le dis toujours à l'équipe, enfin, on porte le même discours avec Florence, c'est qu'on est aussi au service de nos collègues, mais vraiment au sens noble, c'est-à-dire que on va nous fournir vraiment de l'intelligence, des insights, pour qu'ils puissent eux faire leur travail en ayant en fait en tête tout ce qui est important, la perception en fait de l'action publique, et ce qui permet aussi de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Corentin, c'est-à-dire que nous vraiment on est sur l'action publique, pas sur l'action politique. En fait, l'exécutif municipal prend des décisions, ça devient en fait des décisions qui ont un impact sur donc les politiques publiques menées pour les Parisiens, et nous derrière, en fait, on va essayer de comprendre la perception de tout ça. Donc on va continuer en fait cette mission et avec les mêmes interlocuteurs, les mêmes process. Après, il y aura peut-être des demandes spécifiques en fonction de, comme disait Florent, de ce qui va se passer. Et c'est quoi un peu les grandes thématiques alors qui sont abordées par les Parisiens sur les plateformes, ouais. De manière générale, ouais, il y en a beaucoup. On peut se faire un petit ping-pong là avec Florent pour voir à ce dont on pense, spontanément. Évidemment, là on parlait tout à l'heure de la Seine, ce qui permet en fait plus généralement aussi tout ce qui est action climatique, environnement, végétalisation. Ça c'est un sujet aussi qui est regardé de près. Je crois qu'on maintenant se rend compte au-delà même de la ville de Paris. D'une manière générale, les gens maintenant sont hyper alertes sur le fait de voir est-ce qu'on plante beaucoup d'arbres, est-ce qu'on en abat. Enfin voilà, ça c'est des du dialogue citoyen d'ailleurs qui avait été mené. Oui, il y a beaucoup de choses autour de ça, et donc la végétalisation évidemment, les sujets
patrimoniaux. Là, il y a vraiment aussi un très grand intérêt. Évidemment, Paris, ville iconique, donc tout ce qui est patrimoine, ça va forcément intéresser beaucoup de monde. Je sais pas, Florent, si tu penses à d'autres choses spontanément. Il y en a tellement en fait. Je pense à la propreté, je pense au logement. Et en fait, il y a aussi beaucoup de sujets qui sont vraiment des sujets de la vie de tous les jours, les crèches, les activités périscolaires. Ça peut aller jusqu'au cimetière, ça peut aller vraiment tous les équipements municipaux, les équipements sportifs, les piscines, l'action sociale, l'action dans le domaine du sport aussi. Ça va un peu de tous les côtés. Et c'est là qu'on se rend aussi compte du champ d'action de la ville. Et ce qui est intéressant pour nous aussi, je pense, dans notre vie en général, c'est qu'on voit un peu différemment la ville quand on se balade dans la ville en travaillant à la veille ville de Paris, c'est que on se rend compte que chaque petit élément renvoie à un champ d'action de la ville, un trottoir, voilà, une crèche, une poubelle, un chantier. On connaît à peu près tout ce qui se passe sur la voirie et la façon dont c'est perçu aussi, dont c'est perçu dans l'opinion. Donc ça reconnecte aussi dans un sens à la ville et à notre quotidien. C'est la cible facile aussi, c'est dès que quelque chose va mal, tout de suite c'est la faute de la mairie, c'est la faute de la ville qui est mal gérée, alors que pas forcément d'ailleurs. Il y a des politiques publiques qui ne sont pas du tout menées par la ville de Paris. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous avez peut-être un levier, ou vous voyez ce que les personnes confondent constamment le champ d'action? Tout le temps, et il y a des choses qui reviennent assez systématiquement, par exemple les transports, les métros qui vont pas arriver à l'heure où il va y avoir des soucis, et en fait il y a des gens qui vont tweeter ou autre en mentionnant la ville, en pensant qu'en fait ça fait partie des prérogatives de la mairie de Paris. En fait c'est pas le cas. Donc typiquement ce genre de choses, en fait, la façon dont les compétences sont réparties entre les différents échelons administratifs, je pense que tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. C'est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ça arrive. Comment? Et c'est complexe. En fait. Ouais, c'est très complexe. Comment vous le traitez alors ça? Par exemple, quelqu'un qui va se plaindre, qui va mentionner la ville de Paris, qui va dire en fait les métros marchent jamais. Nous le critère, c'est est-ce qu'il y a un enjeu réputationnel? Voilà, nous on va évidemment surveiller tous les jours, on va faire remonter aux collègues. Après, si on commence, sans mauvais jeu de mots, mais à regarder tous les trains qui n'arrivent pas à l'heure, on va pas y arriver. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer, et tout à l'heure Florent mentionnait ça, c'est d'essayer de calibrer, de voir en fait ce qui a vraiment de l'importance. Ça c'est notre travail, notre expertise, je le dis modestement, mais de vraiment de pouvoir partager avec les collègues les choses qui sont pertinentes, parce que eux aussi spontanément peuvent voir des choses, et puis ils vont se dire il y a toujours un biais en fait. Tu vois passer un post sur X ou sur Instagram et tu te dis waouh, c'est chaud, attention, là il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous derrière, non, le travail c'est de pouvoir croiser un peu toutes les datas, de pouvoir aussi, en fait on est c'est un peu comme un feuilleton, en fait on se rend compte de ce qui a pris récemment, ce qui a pris il y a 6 mois, en fait les sujets qui sont un peu chrysogènes. Nous on a cette connaissance là, et en fait avec tout ça on va pouvoir en fait expliquer à nos collègues ça effectivement il y a un vrai sujet là, c'est un signal faible ou c'est un signal assez assez fort, il faut adresser cet enjeu, ou alors ça en fait on surveille, on vous tiendra au courant plus tard si ça prend. Vraiment notre job c'est vraiment de pouvoir calibrer, de donner les éléments à nos collègues. L'image de la ville, puisque nous on veille aussi sur l'image de Paris en général, c'est un des axes qui est intéressant pour nous, ne dépend pas que de des décisions que prend la ville de Paris. Typiquement les transports, ou s'il y a des enjeux de sécurité, là pareil le distinguo entre police nationale, police municipale, il est peu compris et il est complexe aussi. C'est normal en étant extérieur d'avoir cette confusion. Donc on se retrouve parfois à remonter effectivement des sujets qui n'appellent pas d'action particulière de la ville, mais pour autant, pour information, on trouve qu'ils sont intéressants pour des décideurs, parce qu'ils informent d'un contexte ou d'une notion d'attractivité en baisse ou en hausse de Paris. Est-ce que vous avez des échanges avec vos homologues à la région ou à la police ou à la préfecture de police? Alors la préfecture de police, on a déjà eu des échanges, notamment c'était en amont des Jeux, donc c'était plutôt dans le cadre de la préparation des Jeux. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, parce que c'est vrai que dans nos notes, dans nos différents livrables, sur les enjeux de sécurité, on mentionne pas mal la PP, comme on dit dans le jargon. La région, jamais. En fait, on n'a pas eu d'échange avec eux. C'est vrai que
on n'a jamais eu d'échange spontané, enfin ni spontané ni préparé, rien. Enfin, c'est vrai que on regarde un peu ce qu'ils font pour donner du contexte, comme le disait Florent, mais c'est vrai que pourquoi pas, effectivement. Parce que je sais que pour les jeux, nous, c'était un peu une manière aussi de pallier au fait de louper une information. Donc du coup, d'échanger des alertes et des notes, ça peut toujours être utile, même si on sait qu'il y a le politique derrière et que c'est toujours un peu compliqué. Ça n'empêche pas d'avoir quelques relations même minimes pour éviter ce genre de louper ou passer à côté de quelque chose, quoi. Bon, ça fonctionnait d'ailleurs pendant les JO alors. Concrètement, on s'échangeait des alertes et des notes. Moi, je sais que ça me permettait de me rassurer sur ce que j'envoyais à ma hiérarchie, en me disant je suis à peu près dans le vrai, donc c'est plutôt assez cool. Mais je pense que vous aussi, du coup, ouais, pour nous aussi. Et il y a peut-être un enjeu un petit peu différent pour nous, c'est que notre périmètre était quand même plus restreint que le tien et que le vôtre. Sur certains aspects. En tout cas, il était différent, on va dire. Et que par exemple, si il se passait un incident à Saint-Denis ou à Lille ou je ne sais où, nous, c'est pas dans notre périmètre de veille Paris, donc selon la configuration des outils, on l'aurait pas forcément et ce serait pas un des sujets principaux. Mais pour autant, avoir vos remontées sur ces sujets-là, ça permet encore une fois d'avoir le contexte et de savoir dans quel, par exemple, si un élu va prendre la parole, dans quel contexte il va s'exprimer. Donc, pour nous, c'était aussi un peu élargir le scope parfois de notre veille. Et alors, quand est-ce qu'un sujet commençait à être pingé comme une alerte avérée Tu veux dire pendant les jeux? Pendant les jeux ou sur un autre événement à propos d'un autre sujet. Est-ce que c'est quand il y a de la reprise de la part du politique ou est-ce que c'est complètement indépendant de cette prise de parole? Alors pendant les jeux, et Florent pourra développer là-dessus, puisque c'était lui le grand architecte des jeux chez nous, mais on avait déterminé une échelle en fait qui permettait d'objectiver un peu les choses parce qu'on anticipait, enfin on appréhendait un petit peu le volume qu'on pouvait avoir et on s'est dit qu'il fallait avoir des process assez clairs qui permettent de ne pas, je vais faire un affreux anglicisme, mais de pas overthinker et de se dire wow, est-ce que ça on l'envoie pas, et ça permet en fait d'avoir des repères. Donc on s'est plutôt tenu à ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi, comme je le disais, comme au quotidien, il y a la connaissance des sujets d'une manière générale qui fait que t'as une sensibilité, t'as un regard qui fait que tu vas savoir si ça prend ou pas. Sachant que il faut aussi manager nos managers, je dirais. Et il faut faire attention à ce que tu vas partager. Enfin, faut pas non plus alerter sur un truc où tout le monde va se dire, mais attends, là, il y a peut-être un sujet alors que finalement ça va. Voilà. Donc tout ça, ça faisait aussi l'objet de discussions en interne, pour savoir si on partageait les choses spontanément, sachant qu'il y avait des livrables qui étaient standardisés avec une note le matin, une note le soir. Mais je pense que Florent pourra développer là-dessus. Peut-être sur l'échelle et les critères, effectivement, il y avait le quantitatif quand même si on était dans tous les cas sur des volumes très hauts durant les jeux. Mais l'échelle permettait aussi d'éviter la surréaction ou la sous-réaction, comme on en parlait tout à l'heure, en donnant une première idée à la fois du nombre de personnes et peut-être plus même du type de public qui pourrait être exposé à cette information. Est-ce qu'on est dans le petit cercle militant habituel ou est-ce qu'on a dépassé ce cercle-là? Et puis après, il y a du qualitatif et ce qui a bien fonctionné aussi, c'est qu'on fonctionnait vachement bien en termes de circulation d'informations pour le coup. On était informé des sujets potentiellement sensibles qui pouvaient sortir ou des prises de parole qui allaient arriver dans les prochaines heures, les prochains jours. Donc ça permettait aussi d'avoir un focus spécifique sur certains sujets sensibles et parfois sur des retombées vraiment peu visibles, de faire remonter quand même en se disant on sent qu'il y a quelque chose qui, sur le fond, est intéressant, ou une nouvelle information qui sort par cette publication, un nouvel angle, et qui pourrait prendre de l'importance pour les directeurs. Il y avait vraiment des enjeux d'image, transformation de la ville, accessibilité aussi, notamment pendant les paras. Donc il y avait des choses en fait sur lesquelles on était alerte parce que en amont ça avait fait l'objet de discussions en interne et on savait très bien ce sur quoi on était attendu par rapport en fait à l'offre. Enfin, tout à l'heure tu parlais de vraiment notre périmètre, mais par rapport à ce que la ville proposait, parce que il y avait un positionnement qui était différent. Du COJO, le COJO était à l'organisation et nous on est ville haute, donc l'enjeu était différent et
il y avait des spécificités. Je viens d'y repenser, il y a peut-être la prime aussi à ce qui était nouveau et ce qui était surprenant entre guillemets comme information. Puisque Corentin, tu pourras en parler aussi, mais notamment dans la période de préparation des jeux, il y a vraiment des choses qui revenaient tous les jours. Et on va pas aller alerter tous les jours sur les mêmes choses qui reviennent. En revanche, un nouveau sujet, un nouvel angle ou un type d'acteur, une communauté qui a pas pris la parole sur ce sujet et qui se met à se mobiliser sur un sujet en particulier, là, on aurait tendance à davantage le remonter. Et du coup, vous dressez quel bilan, vous, de votre expérience des jeux? Plutôt positive, plutôt négative? Est-ce que ce que vous avez mis en place a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? C'est quoi un peu vos insights dessus? Masterclass. Non, moi, franchement, premier mot qui me vient, honnêtement, une très grande fierté du travail accompli par l'équipe. Enfin, déjà au sein de la direction de la communication, il y a une grande fierté collective, d'avoir participé en fait à une aventure incroyable. Et je trouve que du côté de la veille, en fait, si tu viens à l'essence même de la veille, tu connais ça. Le problème, c'est que s'il y a un trou dans la raquette, ça se voit, quoi. Et il y a toujours quelqu'un qui va te dire, mais en fait, il y a telle publication sur TikTok, vous l'avez pas vue. Donc, nous, il y avait aussi ce risque-là de se dire, t'as beau avoir mis en place tous les process, t'as tous les outils, tu t'es préparé, quelqu'un peut venir demain et te dire, en fait, t'as pas vu cette publication pour X raisons, en fait, c'est passé à travers les mailles du filet. On n'a rien eu de tout ça. Déjà, les jeux, tout le monde est unanime pour dire que c'était une très grande réussite, c'était les jeux du siècle. Mais vraiment, à notre niveau, moi, je suis hyper fier de ce que l'équipe a accompli. Je pense qu'on a vraiment réussi. Et en plus, on en a tiré des enseignements, je pense, très positifs, même en termes de méthodo. Et il y a aussi un héritage, puisque maintenant, il y a des notes quotidiennes qui sont produites. Donc, franchement, que du positif. Moi, à titre personnel, c'est ce que je disais, c'est top 3 de mes expériences professionnelles. Et c'est pas troisième. On aurait tous dit que c'est eu lieu tous les ans. Alors par contre, avec Florent, on s'était dit, tu te souviens, sur la fin, il fallait pas que ça dure une semaine de plus quand même. Non, on était le rythme sur la fin. Moi, j'aurais rajouté intense dans les adjectifs. À partir du moment où les gens ont commencé, tout s'est passé comme prévu déjà au niveau professionnel, et en fait, le contexte global aussi faisait que avoir de telles retombées positives quand besoin la veille, c'est pas tous les jours qu'on est amené à travailler sur des sujets qui rendent les gens aussi heureux et qui donnent lieu à autant de publications positives, satisfaites et très très enthousiastes. Donc même s'il y a effectivement évidemment des problèmes qu'on a remontés, mais dans l'ensemble très bel été sur tous les plans, quoi. En fait, c'est le 26 juillet le tournant, le soir. La cérémonie d'ouverture, parce que honnêtement, si on se remet dans le contexte, c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier, mais le matin, il y a le sabotage des lignes SNCF. Franchement, on peut le dire maintenant, il y a prescription. Moi, honnêtement, j'étais pas serein quand j'ai vu le truc ce matin. On s'est dit, attends, dans quoi on est embarqué? Corentin, je n'ose imaginer l'état dans lequel tu devais être. C'est vrai qu'il fallait pas trop faire transpirer au sein de l'équipe mais il se passe quoi? Ouais. Mais on n'a pas débriefé ça d'ailleurs, Florent, mais je pense moi je faisais pas le fier. Non, je me suis dit la journée va être très longue. Ça n'avait pas encore commencé, ouais. On avait déjà sabotage et annonce d'un énorme orage le soir. C'est ça. Oui, il y avait ça en plus aussi. Théo aussi qui était vrai sujet. Il pleut. Donc on s'est dit c'est comme ça tous les jours, ça va être compliqué. Mais le 26 juillet au soir, comme tu l'as dit, Céline et tout ça, la cérémonie masterclass aussi. Et en fait c'était un peu annonciateur des semaines à venir. Moi j'ai reçu plein de textos ce soir-là en fait de gens qui disaient mais c'est incroyable, merci, bravo. Bon, j'avais envie de dire mais je ne suis pas Thomas Joly, je ne suis que Brice Tailly. Voilà. Et en fait pendant des jours, il y avait pas mal de gens qui étaient assez enthousiastes et c'est ça aussi qui donne le sentiment de participer à une aventure collective mais hors norme, quoi. Ça a créé un imaginaire collectif qui est assez dingue. Et peut-être vous voyez encore même dans les conversations qui a lieu sur les plateformes numériques aujourd'hui, mais je pense que tout le monde sait où il était au moment de la cérémonie d'ouverture. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on a interviewé la personne qui est en charge du coup de la veille et de la cellule de crise à la SNCF. J'ai l'impression qu'il y a tous les veilleurs de Paris qui se sont dit finalement cette journée va être horrible, ça va être dingue. Et Corentin, même tu nous avais dit, je me souviens pendant le podcast, tu nous avais dit le plus dur c'était vraiment en amont de l'événement, où il y avait même eu des ingérences étrangères, où il y avait eu plein de différents signaux qui étaient hyper négatifs, et t'avais qu'une hâte, c'est
c'est que en fait finalement l'événement commence pour qu'on commence enfin à parler de sport, qu'on commence enfin à mettre en avant les athlètes, plutôt que de se chamailler sur des petits sujets. Ouais, la première médaille d'or de l'équipe de France de rugby a lancé la conversation sur les bons rails, quoi. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Je crois me souvenir même que, parce que j'ai vu l'épisode évidemment avec Corentin, que Corentin était même déçu qu'il n'y ait pas eu assez d'ennuis. C'est vrai, un peu. Non, mais c'est un Pour peu. pouvoir tester un peu ce que tu avais mis en place. Bah, c'est vrai, mais je suppose que peut-être vous aussi, hein, par essence, il y a quand même on est là aussi, normalement la veille, c'est aussi, Un côté kamikaze. c'est ça, un peu kamikaze, et c'est vrai que cette première journée, de la cérémonie d'heure, elle m'a certes un peu inquiété, mais je me suis dit, ça y est, on y est, et après, bah, par la suite, c'était que ça, donc, bon. Ça aurait pu être un peu plus dur. Et c'est vrai que le comparatif avec les exercices de crise qu'on avait pu faire les mois précédents, qui étaient parfois bien chargés, C'est vrai. tout était on a... occupé, tous les risques, tout type de risques. Comment ça se passait d'ailleurs ces exercices? C'est intéressant. À base de scénarios, donc qui sont créés souvent par des agences dédiées en simulation de crise. Avec souvent une émulation, une fausse plateforme, Un social room, Twitter, on va dire, et donc des publications qui arrivent à la volée, et des événements qui se déroulent sur plusieurs heures, avec en général une aggravation de la situation d'heure en heure. Sinon c'est pas marrant. Des fausses pistes aussi, mais ça c'est intéressant, ça apprend à garder son calme aussi face à des événements très graves, ne pas tomber dans les fausses informations ou les informations trompeuses qui pourraient circuler à ce moment-là. Ça apprend sur la répartition entre acteurs aussi, où on voit énormément d'informations. Ça peut être sur les transports par exemple, sur tel événement en dehors de Paris. Et là aussi, une des tendances qu'on peut avoir au début, c'est de se jeter un peu sur tous les sujets, tous les événements. Et on comprend vite que on va s'épuiser à faire ça, et il faut rester à sa place pour le coup, et vraiment se focaliser sur ce sur quoi on peut agir. Donc moi je les ai trouvés très utiles, les exercices, même si heureusement on n'a pas eu ces situations qui se reproduisaient, mais je pense qu'on était plutôt armés en tout cas pour ce genre de situation de crise. C'est un peu comme le bac blanc, c'est toujours plus dur que le bac. C'était en collaboration avec tous les acteurs, du coup? Il y en a eu en collaboration avec tous les acteurs, il y en a eu de manière plus autonome, il me semble. Mais oui, on en a eu en coopération avec le COJO notamment, RATP, SNCF, préfecture, je crois. Et t'es arrivé à te projeter sur leur social room? Moi, je sais que il y avait quand même un décalage entre le réel, ce qu'on peut voir en crise, et ce qu'ils arrivent à recréer. Et moi, je sais que j'avais toujours du mal à me projeter. Donc, sur ces exercices-là, il arrivait de faire des notes sur 3 tweets. Et bah, dans la réalité, moi, 3 tweets, je fais pas de notes. Hein, donc, c'est vrai qu'il faut se mettre dans ce contexte-là et se dire que, voilà, par rapport à cette social room-là, ce volume est important. Mais c'est vrai que c'est difficile de singer vraiment les codes et les volumes qu'on observe sur les réseaux. Ok. Et alors, l'après-JO? L'après JOP, parce que ça s'est fait par les Paralympiques. En fait, ça allait très très vite pour nous. Il se trouve que la dernière conférence de presse, si je dis pas de bêtises, au centre des médias, parce qu'il y avait un centre des médias qui était dédié à la ville, qui était organisé, qui était tenu par la ville, par nos collègues du service presse. Et il me semble que la dernière conférence de presse, la maire annonce le maintien des anneaux sur la Tour Eiffel, et elle annonce aussi le périph' à 50 km/h. Ouais. Je crois qu'elle annonce dans la même conférence de presse. Okay. Donc à ce moment-là, en fait, je crois qu'on s'en était parlé, Florent, et on s'était dit directement, on est déjà dans l'après, là, ça y est. Ça va être vraiment eu de c'était pause, ça a dû basculer, parce que c'était aussi des mesures qui étaient vues comme l'héritage exactement, aussi comme l'héritage des Jeux, puisque le périph' avait une voie olympique, donc voilà, la transformation du périph' ça fait partie de l'héritage des Jeux, et ça a vite basculé sur septembre-octobre, et quelque chose de bien intense aussi. Alors donc ça annonçait, donc il y avait le périphérique, comme disait Florent, sur aussi bien donc la limitation de vitesse, et après plus tard, donc là c'était assez récent, la voie réservée, donc la voie de gauche, le covoiturage, le covoiturage, pardon. Et en fait ça finalement ça préfigurait de la séquence qu'on a eue, qui s'est étirée pendant l'automne et l'hiver, qui était une séquence mobilité,
il y a eu beaucoup de conversations autour des mobilités. Donc il y a eu notamment donc évidemment le périph. Il y a eu la mise en place de la zone à trafic limité, la ZTL. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Il y a eu ce drame atroce, le décès du cycliste de Paul Vary. Voilà, donc on a eu une séquence mobilité qui a pris qui a pris le dessus dans les conversations assez vite. Et c'est vrai que les jeux finalement sont vite devenus un souvenir. En tout cas, je parle vraiment dans les conversations, on est vite passé en fait au quotidien. Et vous observez un gros décalage entre la veille médiatique, entre guillemets, les sujets qui sont le plus prégnants médiatiquement, vis-à-vis de ce que vous pouvez regarder veiller sur les plateformes numériques. Oui, voilà, c'est régulièrement. En fait, déjà c'est pas les mêmes. Alors, il y a des prescripteurs évidemment, notamment beaucoup de médias sur les plateformes sociales, notamment sur X, mais on est beaucoup plus dans, on le disait tout à l'heure, les trains qui arrivent pas à l'heure, dans les polémiques. Généralement, les gens qui vont s'exprimer sur les réseaux, c'est pour exprimer quelque chose qui est mécontentement. Voilà, qui est négatif. Et dans les médias, il y a un travail qui va être fait. Déjà, il y a un travail de relation de presse qui est fait remarquablement par nos collègues, donc avec la pédagogie qui va avec, des CP, des dossiers de presse et autres. Donc le sujet est traité différemment, même s'il peut y avoir aussi un regard critique. C'est itératif tout ça, en fait, ce qui est sur les réseaux va dans les médias et inversement. Et le plus gros contraste qu'on observe pour le coup par rapport à la ville de Paris, c'est entre la réception française et internationale. Ah ouais. Là, pour le coup, c'est incroyable. Deux mondes différents, notamment dans les médias internationaux où la réception en général beaucoup plus positive et sur les sujets d'urbanisme, sur les sujets de transport, Paris est souvent pris en exemple, alors que dans les médias français, sur les réseaux français, c'est souvent plus compliqué et on parle plus des contraintes qui sont engendrées par les chantiers, par exemple, que la vision à moyen terme. Cette vision internationale, pour vous, elle est vraiment importante dans les analyses que vous pouvez faire, ou c'est juste un fine-tuning un petit peu de l'analyse? On a une revue de presse internationale. D'ailleurs, c'est tous les mardis. J'y serai. Voilà, tous les mardis, en fait, voilà, on a une revue de presse, donc des principaux médias. Après, on peut pas tous tout couvrir. Et après, nous, ponctuellement, selon les sujets, on va sur les réseaux, on va voir aussi des conversations. Alors maintenant, même on retrouve les mêmes. C'est assez redondant. En fait, on retrouve les mêmes acteurs qui vont s'exprimer sur les sujets, comme tu disais, Florence, sur les mobilités, sur l'action climatique. Voilà, on retrouve les mêmes usual suspects et voilà, qui sont élogieux en fait. Encore une fois, c'est ce contraste, il est assez incroyable et même en fait sur la personnalité de la mère, en fait, qui est complètement, qui est son action, même elle, en fait, en tant que leader politique, est très largement louée à l'échelle internationale. Et c'est vrai que c'est un peu plus contrasté parfois, parce qu'il y a les débats et les polémiques aussi à échelle nationale. Après, il y a aussi un côté politicienne, quoi. Mais c'est assez incroyable ce contraste. Et il y a un côté très français aussi. Ouais, toujours aller, on l'a vu avant les jeux. Oui, aussi le de contraste, bashing. Il y a un bashing qui s'installe, qu'importe que ce soit une grande entreprise ou une mairie ou une organisation, il y a toujours ce côté bashing qui est assez important en France. Mais c'est vrai que par exemple, si on reparle des jeux, nous on a l'exemple de la préparation de la cérémonie d'ouverture, où ça montre aussi qu'on n'est pas toujours sur les sujets les plus sexy, mais un des plus gros sujets qu'on a eu dans les semaines avant les jeux, c'est l'installation des barrières du périmètre de sécurité dans Paris Centre, tout au long de la Seine, où effectivement c'était un dispositif assez impressionnant et assez contraignant aussi pour les Parisiens. Mais finalement, peut-être que ce sujet-là nous a plus occupé que certains sujets plus sexy qui sont en rapport avec les jeux. Mais c'est pour ça que l'international, c'est intéressant et c'est des signaux qui sont vraiment intéressants et qui rééquilibrent parfois. Après, la priorité va quand même être à ce qui a des conséquences sur la vie des Parisiens, ce qui a des conséquences sur les services publics, sur l'action publique au sens propre, plus que l'image à l'international, qui est effectivement peut-être plus de l'ordre du bonus ou du long terme. Et est-ce que vous avez déjà vu l'action se mettre en place ou la réponse de la mairie pour solutionner ce sujet-là concrètement? Est-ce que tu veux dire on aurait été interpellé sur quelque chose de particulier? C'est ça. Et derrière, faire monter et derrière il y a eu toute une action. Parce que je sais que quand on est veilleur, il y a toujours parfois on est un peu éloigné des sujets et on est un peu frustré. Est-ce que ça vous
C'est arrivé ponctuellement sur des sujets, notamment des enjeux de propreté, je pense. Des choses qu'on a pu signaler parce qu'on a été interpellé qu'en fait, on voyait des postes qui avaient une visibilité notable et on fait remonter en fait ce qu'on appelle les DO, les directions opérationnelles, et notamment sur un sujet comme la propreté. Et puis après, on va vérifier à l'endroit précis et puis voilà, le problème est adressé. Ça, c'est ce à quoi je pense spontanément. Après, les autres, c'est plus comme on est dans le cadre des politiques publiques, c'est plus des choses de long terme. Quelque chose qui est peut-être un peu moins concret, mais qui est récent, c'est le sujet des piscines municipales et du voyeurisme. Ah oui, évidemment. Qui est un sujet qui est apparu dans les dernières semaines par des témoignages de femmes sur les réseaux sociaux. Donc qu'on a fait remonter, justement là aussi en qualifiant, en expliquant l'importance qu'avaient ces témoignages selon nous, le fait que ce soit des témoignages spontanés et pas une opération politique, ce qui est évidemment pas du tout le cas. Et qui pour le coup a fait réagir donc la direction des sports, qui a mené à l'annonce d'un nouveau plan d'action, notamment de formation des personnels dans les piscines, inspection des piscines, etc. Ça, c'est parti de votre veille. C'est parti des remontées de veille. Bon, les médias s'en sont aussi saisis assez rapidement. Bien sûr. Vous en avez entendu parler, je pense. Vous n'êtes pas les seuls à veiller non plus. Oui, ouais. Souvent, on les dépasse quand même. On est plus rapide en général, mais ouais, c'est un des sujets qu'on a remonté récemment. Ok. Et qui pour le coup, je trouve un vrai sujet de veille intéressant et sur lequel on a un apport concret. Ouais, qui dépasse un petit peu cette logique un peu militante, un peu agressive, automatique sur des sujets connus et qui sont de toute façon problématiques au long terme. Oui, et qui sont toujours conflictuels. Notre rapport, il est plus là-dedans, de faire remonter des sujets de services publics sur des équipements, des usagers de services publics qui rencontrent des problèmes. Et parce que vous traitez énormément finalement de sujets sociétaux. Est-ce que vous avez des formations autour de ça? Parce que vous allez sur l'écologie, le transport, sur l'égalité femmes-hommes, sur tellement de sujets. Comment vous arrivez à être sourcé, à connaître les tenants, les aboutissants de chaque sujet? Moi, je sais que c'est souvent un sujet qui c'est quelque chose qui est épuisant parce que on passe d'un sujet à un autre tout le temps et il faut toujours réussir à faire des notes de plus en plus précises, détaillées. Ça peut frustrer la hiérarchie aussi si on insère des imprécisions. Comment vous gérez un peu tout ça? C'est simple, Adrien, c'est un critère de recrutement en fait. On recrute des têtes bien faites. Non, mais plus sérieusement, je suis à moitié sérieux parce que déjà, c'est l'occasion aussi de dire à quel point je prends plaisir à travailler avec mes collègues parce que je les trouve archi brillants. Mais ça fait partie, à mon sens, des qualités que doit avoir un veilleur. Je pense que ou une veilleuse. Je pense vraiment que en fait il faut de la curiosité, il faut une appétence pour au-delà en fait si tu veux d'aller monitorer ce qui se dit sur les plateformes sociales, il faut une appétence aussi pour ce qui se passe, pour une curiosité pour l'actualité de manière générale. Et en l'occurrence, les politiques publiques, nous, c'est vraiment donc le cœur de notre métier. Et donc pour ça, oui, il faut. Tu parlais donc de l'action climatique ou autre. Il faut s'intéresser en fait à des sujets qui sont structurants, enfin qui sont qui vont même au-delà de ce qu'on peut nous monitorer. Donc après, pour répondre à ta question concrètement, est-ce qu'on a des formations? Non, mais je dirais que la formation, elle se fait tout au long en fait de ta carrière et tout au long en fait de tes missions. C'est-à-dire que tu vas t'intéresser à un sujet parce que tu vas entrer, parce que c'est ton boulot de veiller et donc t'as à un moment la nécessité de comprendre ce que tu vas remonter et donc tu vas creuser et tu vas apprendre plein de choses. Moi honnêtement, j'ai appris un tas de choses sur la façon dont une collectivité, et en l'occurrence Paris, c'est quand même une collectivité très particulière, la façon dont c'était géré quoi. Déjà, j'imaginais pas avant de passer mes entretiens pour entrer à la ville qu'il y avait autant de compétences. Et après derrière de voir tous les enjeux au quotidien pour les Parisiennes et les Parisiens quoi. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, je pense vraiment d'avoir une curiosité. Mais ça se sent que vous l'avez en tout cas et ça se sent que vous êtes bien précis sur pas mal de sujets. C'est passionnant en tout cas donc. Est-ce que selon vous une politique publique peut être établie avec 100% de l'analyse de données sur les réseaux sociaux? Si tu regardes les réseaux, déjà tout à l'heure on en parlait, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, c'est assez conflictuel. Il y a des communautés d'intérêt qui vont aussi s'affronter. Donc je suis pas sûr que tu puisses construire
encore une fois, des politiques publiques que à partir des insights que tu vas récupérer. Il y a des prescripteurs, mais donc ça dit pas tout en fait d'une analyse de l'opinion en soi. Je pense qu'il faut croiser les données, à mon avis. Les réseaux, les plateformes sociales permettent en fait de faire de l'écoute de ce qui va être dit, permettent en fait de comprendre aussi ce qui va prendre, en fait, on va dire, comme on dit, le zeitgeist, en fait, ce qu'il y a dans l'actualité, en fait, l'air du temps. Ça peut, te permettre de comprendre ça, mais il faut le croiser aussi avec d'autres data, avec des enquêtes d'opinion, qui sont en fait qui pour le coup répondent à d'autres méthodes, avec la méthode des quotas et tout ça. Nous, on a pas mal de remontées d'écoute aussi, d'autres canaux, et on sait que, il y a, c'est le 3975 où il y a des usagers qui vont pouvoir en fait contacter la ville directement. Donc ça aussi, c'est un canal d'écoute. Il y a d'autres directions qui sont directement en lien avec des usagers. Donc il faut croiser un peu tout ça. Et puis, sur la base de ça, t'as une vue un peu plus déjà large, une big picture de ce que pensent les Parisiens. Mais je pense que si tu pars que sur les réseaux, à mon avis, tu perds beaucoup de choses. De toute façon, il n'y a pas de réseau qui a une population représentative, et encore plus à l'échelle locale, il n'y a pas de moyen non plus de faire un vrai panel. Et puis sur un réseau comme X Twitter, qui est souvent le réseau de référence dès qu'on parle d'action politique, je pense qu'il faut aussi le prendre comme un endroit un peu terrain de jeu, une bataille d'idées, bataille culturelle, où les expressions spontanées sont assez rares finalement, ou en tout cas sont pas celles qui prennent le plus de place, et où c'est une histoire aussi de rapport de force, où il y a des groupes d'intérêt qui cherchent à amener un sujet, et dans un sens, se baser que sur ça, c'est un peu faire ce jeu-là et tomber dans ce jeu-là et perdre un peu l'analyse objective, je pense. Il y a beaucoup de mouvements qui sont très importants sur certains réseaux, qui le sont beaucoup moins dans la vraie vie, qui sont beaucoup moins sur d'autres plateformes, voilà. Donc je pense qu'on peut remonter des angles, on peut remonter des sujets, des impensés parfois de la politique publique. En revanche, je pense qu'on peut pas se baser sur ça. Et je pense que là, je vais enlever ma casquette de communicant de la ville de Paris. En fait, là, il y a un côté, c'est aussi intéressant, même intellectuellement, à analyser. Je pense que dans un cadre militant, typiquement, si tu es dans le cadre d'un parti politique, ça peut être intéressant, en fait, de dire, voilà, les réseaux vont cristalliser certains clivages, et donc là ça peut être intéressant de dire je vais me baser là-dessus pour être, encore une fois, et je reprends les termes de Florent, le côté un peu bataille culturelle. Alors là on est dans les sciences humaines et tout, mais il y a un côté un peu, tu sais, un peu comme le côté Gramscien, tu sais, en fait tu vas essayer de dominer, en fait on voit des écosystèmes qui sur les réseaux, se percuter, ouais. Exactement, voilà, qui vont essayer d'imposer leur agenda. Donc je pense que dans une avec une perspective un peu plus militante, encore une fois, donc ça nous regarde pas, puisqu'on revient vraiment, nous, encore une fois, on a insisté lourdement là-dessus, mais nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est les politiques publiques. Mais je pense que dans ce cadre-là, à mon avis, les réseaux, ça peut être pas mal. Sur les réseaux, en fait, on va trouver des gens qui s'expriment pour ou contre telle politique publique, mais ce qu'on voit pas, c'est tous les gens qui sont pas au courant du dispositif qui est mis en place, et ça aveugle aussi sur certains trucs. Ça aveugle sur les gens qui vont pas s'exprimer sur, par exemple, sur le logement à Paris, puisqu'il y a des dispositifs comme l'encadrement des loyers, par exemple, où il y a un vrai enjeu de le faire connaître aux Parisiens. Si on regarde que les retombées réseaux, on voit pas le fait que peut-être que certaines poches de la population ne connaissent pas le dispositif. Comment vous voyez l'avenir du métier de veilleur, avec tout ce qui se passe notamment dans l'IA, les nouveaux outils, comment vous voyez? Ça va tellement vite. C'est tricky de répondre. Non, mais alors, t'as parlé de l'IA. Et évidemment, je pense que c'est l'éléphant dans la pièce, pour tous les veilleurs. En fait, on se dit, est-ce qu'on va se faire remplacer par l'IA, ou est-ce que c'est un outil justement pour nous aider? Bon, moi je pense que, en tout cas à ce stade, c'est plutôt un outil pour nous aider. Moi, je pense qu'il faut toujours derrière des humains pour pouvoir, en fait, ne serait-ce que pour percevoir des choses comme l'ironie, ou là, je parle vraiment d'un point de vue purement technique, ou même, en fait, tout à l'heure, je parlais c'est un feuilleton.
en fait comprendre que la ville de Paris, l'actualité, tout ça, c'est quand même un sujet va en chasser un autre, et il faut en fait de la mémoire, il faut de l'historique, moi j'insiste souvent, je suis un peu relou avec l'équipe en disant il faut archiver tout ce qu'on fait, il faut garder les notes parce que le jour où on n'est pas là, faut que ça serve derrière. Et au final, je pense que ça, c'est pas les machines qui, même si derrière évidemment, il y a une capacité de traitement de l'information qui est impressionnant et qu'en fait face auquel un humain peut pas rivaliser. Mais je pense que cette compréhension, cette sensibilité et la dimension aussi politique, qui même si nous, en tant qu'agents du service public, c'est pas censé être notre sujet, enfin c'est pas notre priorité, puis c'est pas même notre travail d'être dans le cadre politique, mais en fait on doit prendre ça en compte parce qu'il y a une compréhension du contexte et tout ça. Donc je pense que l'IA est un outil qui est hyper précieux au service des veilleurs. Après, dans quelle mesure ça va prendre de l'ampleur et ça peut remplacer des gens qui font de la veille, ça l'avenir nous le dira, mais moi je pense qu'on a encore besoin de veilleurs et de veilleuses pour assurer le boulot. Dans un monde idéal, ça donne plus de valeur à l'analyse la plus poussée aussi, qui va réussir à combiner différentes sources, différents réseaux, mais d'autres sources aussi. Et puis pour le métier de veilleur en tant que tel, ça veut peut-être aussi dire qu'il va se combiner avec d'autres compétences, des compétences de data ou d'IA. Il y a des perspectives, j'ai du mal à voir exactement comment ça va se structurer dans les prochaines années, mais je pense qu'il y a évidemment des ponts entre tout ça, et il y a une nécessité de rester de toute façon au fait de toutes les évolutions, que ce soit évolution médiatique, évolution technologique. C'est aussi ça qui nous intéresse dans ce métier-là, c'est que on est aussi observateur de la façon dont le monde, l'écosystème informationnel, l'écosystème technologique évolue. Donc là-dessus, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à observer. On a souvent, nous, dans nos réunions du jeudi, on a souvent aussi une réflexion sur le métier. Ça fait le lien avec ce que tu disais. Et on s'interroge beaucoup en fait sur les évolutions. On s'envoie aussi, en fait, il y a aussi une veille technologique. Enfin, on va s'envoyer des articles. On va, pas plus tard que ce matin, il y a encore des collègues qui achetaient, c'était quelque chose sur la fabrique de l'opinion, hors série du Monde. Voilà, ce genre de choses, en fait. On parlait tout à l'heure des qualités qui sont, à mon sens, indispensables aux veilleurs. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce recul, parfois de se poser et de se dire, tiens, on va réfléchir aussi à la façon dont les choses évoluent. Donc c'est particulièrement intéressant d'avoir cet échange avec vous. D'abord, plaisir partagé. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi dans les équipes de veille en général, c'est qu'il y a des profils qui viennent de milieux assez différents. Il y a des gens qui vont arriver vraiment par le côté un peu plus technique, des gens qui vont arriver par le prisme de l'intelligence économique, de la communication pure. Moi, j'ai fait une formation en sciences politiques et ensuite j'ai basculé vers la com puis la veille. Et ça mêle des prismes d'analyse assez différents et des visions un peu différentes qui se combinent très bien et qui pour une équipe fonctionnent très bien aussi. Et on vous a pas posé la question la plus importante, mais si moi je veux apparaître dans une note d'analyse de la mairie de Paris et je veux que ce soit poussé au plus haut, comment je fais? C'est quoi la meilleure manière de m'y prendre? Moi je dis qu'il faut toujours réinterroger les objectifs. Tu peux te baigner dans la Seine. Objectif, pourquoi tu veux apparaître dans la note? Et après, je te dirai comment tu peux faire. Je pense que la suggestion de Florent est pas mal, hein. Si tu te baignes dans la Seine, Premier de l'année. Ouais, carrément. On te fera une petite place. Et comment le ministre qui a fait ça l'année dernière, ça a fonctionné. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez justement à des personnes qui travaillent pas dans ce milieu-là et qui se posent des questions, mais en fait est-ce que ça serait intéressant de venir bosser à la mairie de Paris ou dans une autre institution publique ou même dans un secteur privé, sur des métiers de veilleur? Ouais, ou même de la communication autour de la veille digitale, parce que vous faites pas que de la veille, vous faites aussi de la recommandation, de propositions de communication, vous êtes interconnecté avec l'ensemble des différentes parties prenantes au sein de la mairie de Paris. Donc en fait, à titre perso, moi je trouve que ce qui est chouette, c'est que quand tu fais de la com et encore plus de la veille, t'es au cœur du réacteur et t'es obligé de rentrer dans les sujets. Moi, c'est vrai que j'aime bien geeker les choses, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Tu peux pas survoler. Donc, si les gens ont une curiosité, aiment se passionner pour les sujets, faire de la recherche, on se profile là. Franchement, la veille, on se régale. Alors évidemment, il y a aussi une fatigue informationnelle. Après, je pense que tu parlais de la diversité de profils. Je trouve qu'il y a un truc qui nous caractérise un peu tous dans l'équipe, c'est qu'on est un peu tous des mordus de l'actu, quoi. Enfin, je vois les réunions du jeudi, après ça part sur
Enfin, voilà, donc vous l'avez compris, le jeudi, on a la réunion de service, la réunion d'équipe. Et puis généralement derrière ça part sur une analyse de l'actu mais qui va au-delà de la ville. Et ouais, donc on est un peu tous des geeks de l'actu. Ouais, généralement c'est des gens qui ont déjà ça avant de venir faire de la veille. Avoir une appétence pour ça. À l'actu, souvent à la politique aussi, aux médias en général, aux plateformes. Et je trouve que dans ces cas-là, pour ces profils-là, et moi je me reconnais dans mon récit, je connaissais pas en fait le métier de veilleur avant d'arriver sur mon premier métier en com en agence. Et ensuite j'ai découvert qu'il y avait ce type de profil-là qui était tout à fait adapté pour le métier de veilleur et je me suis dit que notamment en école ou notamment dans les formations, c'est des choses qu'on met pas forcément en avant, mais il y a une place aussi pour les gens qui ont ce prisme-là, qui ont cette passion de l'actu, passion des médias. Il y a ces compétences-là qui sont valorisées dans plein d'institutions et moi je conseille à fond de se lancer dans une équipe veille. Vous l'aviez avant cette passion pour l'actualité? Ah ouais, moi je suis mordu de l'actu. Ok. Ouais. Après ça me fait une réflexion qui me vient. Moi précédemment, donc j'ai travaillé avant en organe international où j'ai fait aussi de la veille. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la veille et précédemment j'étais plutôt côté contenu. Contenu, notamment social media manager, en fait plutôt contenu digital. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à faire de la veille, il y avait une petite appréhension de me dire est-ce que je vais pas être frustré de pas être justement sur le contenu, parce que j'aime beaucoup aussi rédiger des messages. Enfin, moi ce que je trouve fabuleux d'une manière générale dans la com, c'est le storytelling en fait. Enfin, ma passion c'est vraiment le storytelling. Et je me suis dit mais est-ce que je vais pas perdre ça? Et au final, c'est une autre façon de raconter aussi les histoires, de faire de la veille, parce que nous on bouffe beaucoup de notes. Tu vas aussi, même quand tu fais un PPT avec des insights et tout, finalement c'est une façon de raconter une histoire a posteriori ou voire en amont, parce que parfois aussi tu vas en fait préparer des éléments pour tes collègues qui vont mener une campagne ou qui vont mener un plan d'action sur les réseaux ou autre. Mais voilà, donc il y avait cette frustration, mais au final t'as cette similitude, c'est que tu continues de créer des histoires et puis surtout c'est que nous notre team on essaye de faire des recommandations et donc la frustration elle est quand même assez limitée parce que finalement derrière t'as quand même le sentiment de participer à tout ça parce que tu donnes des insights et pour que les collègues ils puissent fournir les meilleurs messages possibles pour atteindre les cibles. Bon merci beaucoup Brice et Florent. Merci à vous. Merci à vous. C'était un plaisir. Super intéressant. Et puis on a hâte de vous retrouver dans les rues de Paris. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous deux. Merci.